Notre débat autour de la méthanisation avec Corinne Cacheux, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable des affaires publiques France au sein de la délégation stratégie de GRDF. J'accueille également Alexandre Roche, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général du syndicat des énergies renouvelables. Et je commence avec vous parce que vous venez de lancer le site Méta France avec quel objectif ? Avec l'objectif d'informer le grand public, tout simplement. La méthanisation, c'est quelque chose qui est encore assez peu connu du grand public. Et puis, c'est vrai qu'on arrive dans une campagne présidentielle où l'énergie s'invite dans les discussions. Il nous a paru important de pouvoir apporter une information factuelle, solide, avec beaucoup de faits, de chiffres. Et donc, on espère que ce site permettra à tout un chacun de trouver des réponses aux questions qui peuvent se poser. Avec notamment des questions autour des effets ou des impacts économiques, des impacts sociaux, ce que ça représente en termes d'emploi, par exemple. Ça fait partie des infos que vous mettez en avant ? Tout à fait. On a cherché à vraiment faire un site le plus neutre possible. Donc, on trouve des informations chiffrées sur les emplois, mais également des questions légitimes que peuvent se poser les gens sur l'impact de la méthanisation, par exemple, sur est-ce que ça sent mauvais, des choses comme ça, des questions que les gens se posent de manière très concrète. Et donc l'ensemble de ces informations-là sont en effet regroupées sur ce site qu'on a développé avec toute une série de partenaires, notamment des ONG et l'ensemble des partenaires actifs sur la filière méthanisation. Corinne Cacheux, avec la méthanisation, on parle de biogaz ou de gaz renouvelable. Si on essaye de comparer l'impact de ce biogaz avec le gaz naturel, c'est quoi la différence ? Alors, vous connaissez le gaz naturel, effectivement, qui aujourd'hui nous sert à nous chauffer, à cuisiner. Il sert même en mobilité. Maintenant, vous avez peut-être vu des bus roulant au gaz, au biogaz ou des poids lourds. Donc, en fait, c'est le même gaz, en fait. Sauf qu'il n'est pas produit de la même manière. Le gaz naturel, il est extrait des sous-sols, il est importé, il est fossile. Là où le biométhane vient finalement des déchets, de résidus agricoles, etc. Et finalement, la grosse différence, c'est sur le sujet environnemental, puisqu'il émet 10 fois moins de CO2 que le gaz naturel. Donc, on a un gaz qui est similaire en termes d'usage. Il n'y a pas besoin de changer ses équipements. Mais en revanche, son bilan environnemental est significativement amélioré, puisqu'il est 10 fois moins émetteur de CO2. C'est très significatif, mais on peut le dire. Est-ce que la France est bien placée dans ce secteur de la méthanisation ? Alors, la France, finalement, c'est un sujet assez récent en France quand même, une petite dizaine d'années, par rapport à peut-être d'autres pays européens. Malgré tout, la dynamique est très forte. Très, je voyais l'Allemagne, plus de 11 000 unités de production. Alors, je ne sais pas, nos chiffres, ils datent, je crois, de fin 2020, donc peut-être ils ont évolué. Italie, plus de 1600 unités, la France, plus de 1200. On est un peu au-dessus maintenant ? Alors, on a 1000 unités de méthanisation qui sont en cogénération, c'est-à-dire qu'ils produisent de la chaleur et de l'électricité sur l'entité et l'exploitation agricole. La méthanisation, d'ailleurs, je peux le dire tout de suite, c'est 80% de méthanisation agricole. Et là où la dynamique est très forte, et où nous, GRDF, on est particulièrement concernés, c'est la méthanisation en injection, c'est-à-dire que le biométhane produit va être injecté sur les réseaux de distribution, ce qui permet d'être acheminé à l'ensemble des clients qui souhaitent consommer du biométhane. Donc on est à 1000, on prévoit de passer à combien, je ne sais pas, d'ici à la fin de la décennie par exemple ? Alors on a donc 1000 en cogénération, 365 en injection, c'est là où la dynamique est très forte, puisque sur les 3 dernières années on a fait x5, donc la dynamique est très forte, et il y a 1200 projets en injection pour les 2 à 5 ans qui viennent. C'est des projets qui sont déjà enregistrés dans ce qu'on appelle une file d'attente, donc des projets qui sont suffisamment avancés. Donc 1200, on est à peu près à 1200, on en aura 1200 de plus. Donc une très forte dynamique. C'est une très forte croissance. Alexandre Roche, derrière ces projets de méthanisation, il y a des enjeux de souveraineté. On est en pleine actualité, on le voit en ce moment avec ce qui se passe en Ukraine. L'Europe, elle doit être moins dépendante du gaz russe, tout simplement. C'est assez basique. Tout à fait, mais vous avez prononcé le terme de souveraineté qui est, je pense, extrêmement important dans le débat actuel. Et c'est vrai que pouvoir produire localement, c'est une force pour notre pays, c'est une force pour nos territoires. Et finalement, la méthanisation, c'est un peu à la croisée de plusieurs enjeux. Celui de la souveraineté, celui de la transition énergétique, mais il y a aussi celui de l'économie circulaire. C'est vrai qu'il y a assez peu, finalement, de filières qui permettent de cocher toutes ces cases à la fois. On produit des déchets, des biodéchets, qu'on va utiliser, et derrière, on peut retrouver du gaz et du digestat, c'est-à-dire quelque chose qu'on va utiliser pour fertiliser les terres. Donc, il y a quand même une équation assez formidable, finalement, pour nous rendre plus dépendants, pour
Permettre au territoire et notamment à l'agriculture aussi d'équilibrer financièrement les exploitations agricoles. Il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, on a des vrais enjeux sur l'agriculture avec les jeunes générations qui ont du mal à reprendre les exploitations, des agriculteurs qui sont de plus en plus vieux en moyenne d'âge. Et la méthanisation, ça peut être aussi une solution pour faciliter cette souveraineté aussi alimentaire, puisqu'on estime que les revenus additionnels d'un méthaniseur sur une exploitation agricole, c'est à peu près 15 000 € par an. Donc quand on connaît le revenu moyen d'un agriculteur, on voit que c'est quand même une source de revenus additionnels. Donc souveraineté énergétique, mais aussi souveraineté alimentaire. Et en termes d'emploi, on n'a pas donné des chiffres quand vous parlez de 1200 projets qui sont déjà dans la file d'attente. On sait ce que ça pourrait créer en termes d'emploi ? Alors, on sait qu'une unité de méthanisation, une seule, c'est à peu près 3 à 4 emplois directs, non délocalisables et pérennes. En indirect, on a à peu près une dizaine d'emplois. Donc ça, c'est pour une unité de méthanisation. À l'échelle de l'ensemble des unités de méthanisation aujourd'hui en fonctionnement, on est à peu près à 10 000 emplois directs et indirects. Donc ça représente, voilà. Et en projection, puisqu'on évoquait les 1200 projets qui arrivent, on estime qu'à l'horizon 2030, selon la dynamique, on sera entre 32 000 et 53 000 emplois par cette filière en France, donc des emplois pérennes français. Donc on voit bien effectivement que, comme vous le dites, ça coche beaucoup de cases, mais il y a aussi un certain nombre de critiques ou d'interrogations, on va dire, Alexandre Roche, notamment sur les pollutions, les rejets qu'elle peut provoquer. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? C'est la première partie de la question. Et puis la deuxième, c'est peut-être, est-ce que c'est lié à une question de formation ou de préparation des agriculteurs quand ils basculent vers ce nouveau métier, d'une certaine façon ? Oui. Déjà, c'est normal que les gens se posent des questions et c'est précisément pour ça qu'on a fait MetaFrance. Par rapport au sujet que vous évoquez sur la pollution, il faut savoir que la méthanisation, aujourd'hui, elle est très encadrée. Elle est encadrée par un régime qu'on appelle le régime des installations classées pour la protection de l'environnement, ICPE. Et le digestat que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire finalement ce liquide qu'on obtient en sortie de méthaniseur, doit faire obligatoirement l'objet d'un plan d'épandage. Et ce plan d'épandage, il est contrôlé dans le temps. On doit contrôler les volumes qu'on épand, les dates auxquelles on épand ces produits. Et globalement, aujourd'hui, c'est une filière qui n'a pas d'impact, en tout cas pas plus d'impact que ce que font les agriculteurs déjà aujourd'hui, c'est-à-dire d'épandre les effluents d'élevage sur les champs. Donc, sauf quand la taille de l'usine de méthanisation est très importante, si vous voulez. Mais ça, non, parce que le plan d'épandage derrière, il sera, que ce soit une petite installation ou une grande installation, le plan d'épandage et les concentrations qu'on a le droit d'épandre, ça ne varie pas. Mais encore une fois, voilà, c'est certain que les gens, comme c'est une technologie un peu nouvelle, se posent des questions. Et justement, sur ce site, on apporte les réponses les plus à jour, en tout cas, par rapport aux connaissances scientifiques dont on dispose. Donc, sur la question de la pollution, la réponse, c'est vraiment l'encadrement réglementaire. Et sur la formation ? Et sur la formation, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on le disait, ça crée des emplois locaux parce qu'il y a un besoin de maintenance, il y a un besoin de savoir exploiter ces installations. Et les agriculteurs ne sont pas seuls, ils sont accompagnés en général et ils bénéficient des formations continues. Mais il faut en effet, on ne sait pas comme ça du jour au lendemain, on ne devient pas un spécialiste de la méthanisation du jour au lendemain. Mais heureusement, il y a des accompagnements. Il y a aussi les chambres d'agriculture qui peuvent apporter des informations. Il y a toute une série d'acteurs qui sont là pour s'assurer, aussi avec le retour d'expérience qu'on commence à avoir en franco-français sur les 10 dernières années, voilà, des bonnes pratiques et des choses à éviter. Mais s'agissant des risques qu'on évoquait tout à l'heure, en fait, ceux-là, ils sont vraiment couverts par la conception de l'installation et par la réglementation. Mais c'est intéressant parce que finalement, c'est un débat qu'on peut avoir sur beaucoup d'énergies renouvelables. L'acceptabilité, on l'a sur l'éolien terrestre, l'éolien maritime. Corinne Cacheux, comment emporter l'adhésion des riverains ? Parce que quand on a une telle ambition de création de nouvelles unités de méthanisation, c'est majeur comme enjeu. Oui, alors c'est des projets qui sont vraiment ancrés dans les territoires. On le disait tout à l'heure, les unités de méthanisation sont à 80% portées par des agriculteurs qui vivent dans les territoires. Donc c'est vraiment des objets de territoire et on a d'ailleurs dans les intrants... Oui, mais c'est pas simple, pardon de vous interrompre, mais c'est parce que c'est un peu une usine qui débarque à la campagne. Donc moi je reprends certaines interrogations qui doivent être récurrentes sur le site MetaFrance. Donc c'est pas si simple de le faire accepter. Alors c'est vrai qu'il y a un travail de pédagogie
pédagogie à faire, Ouais. comme on le disait. C'est une énergie qui n'est encore pas très connue. Et finalement, il y a vraiment besoin, dès le départ, dès le début du projet, pour les porteurs de projet, de pouvoir répondre aux questions, de pouvoir amener des réponses à des interrogations qui peuvent être légitimes, mais peut-être parfois aussi à des fausses idées qu'on peut avoir sur la méthanisation. Donc nous, GRDF, on accompagne les porteurs de projets et c'est un élément sur lequel on insiste sur le fait de bien préparer et communiquer auprès de l'environnement local, les citoyens, la collectivité locale, pour que ce projet de territoire, qui intègre des fois aussi des déchets du territoire, hein, même des biodéchets, il y a des collectivités qui ont mis en place par exemple des filières de collecte de biodéchets des citoyens qui ensuite vont en méthanisation. Donc on est vraiment dans une logique d'économie circulaire. Et là, les citoyens sont directement impliqués dans le processus de méthanisation pour avoir un gaz ensuite qui est utilisé sur le territoire. Voilà, donc c'est vraiment l'acceptabilité, c'est un sujet, mais qui trouve sa réponse dans la pédagogie, les explications. Et souvent, d'ailleurs, il y a beaucoup de questions au départ, hein, au moment du développement des projets. Et puis, une fois qu'ils sont lancés, il n'y a plus de questions. Je pense d'ailleurs qu'au côté du CER, hein, vous aviez mené une enquête sur l'acceptabilité autour des énergies renouvelables et de la méthanisation en particulier. Et les résultats sur l'acceptabilité des citoyens sur la méthanisation étaient tout à fait intéressants. Hein. Mais ça veut dire qu'on ne va pas, comment je peux dire ça, utiliser des terres agricoles uniquement pour la méthanisation? Non, pas du tout. Parce que ça, c'est aussi une critique que j'ai entendue. On va détourner les terres agricoles de leur but premier, qui est de nous nourrir. Bien sûr, je comprends que les gens se posent cette question, mais ce n'est pas le cas parce que quand on regarde ce qu'on appelle les intrants, donc c'est-à-dire les produits qu'on a le droit d'utiliser dans un méthaniseur, encore une fois, tout ça est très réglementé, ce sont des biodéchets. C'est quoi? C'est les biodéchets des cantines scolaires, des restaurants d'entreprise. Demain, puisque la législation impose des nouveaux seuils, ce seront nos propres biodéchets. On va devoir collecter et trier nos biodéchets. Donc demain, ce seront ces biodéchets-là. C'est les déchets municipaux des parcs verts, quand on coupe le gazon, des choses comme ça. C'est les déchets de l'agriculture, les effluents d'élevage. C'est aussi les déchets des boues de stations d'épuration. Donc la très grande majorité des intrants, ce sont ces biodéchets. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les cultures intermédiaires. En quelques mots, oui. Entre deux cultures principales, on peut faire une rotation. Pour protéger les sols, on a ces cultures intermédiaires. Ça, c'est quelque chose qui peut être utilisé également dans les méthaniseurs. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est très réglementé. Et on a aujourd'hui une très large majorité de biodéchets en fait, qui sont utilisés dans les méthaniseurs. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous parler du développement de la méthanisation en France. On passe à Smart Ideas.